Bonjour à tous, merci d'être ici, on est ravis de vous accueillir. Donc du coup on est ici pour le lancement de Vue des quartiers qu'on va vous présenter. Je m'appelle Manon May, je suis journaliste monteuse cadreuse pour le groupe Cerise, donc au Mag et Genside, et surtout j'ai participé pendant on va dire 2 bonnes années entrecoupées sur Vue des quartiers, donc je suis honorée d'être ici pour vous présenter ce beau projet. Donc nous sommes accompagnés donc, de Mariam, qui est journaliste à l'AFP. Nous avons Antoine Ly ici qui représente du coup Radio France. Bonjour. Nous avons ici Michel qui représente du coup France Télévisions. Bonjour à tous. Et Maxime qui représente ici BFM, enfin le groupe Altis et plus particulièrement BFM. Je vais passer la parole à Maxime pour vous présenter Vue des quartiers. Et en quelques mots, voilà. Ah oui, t'as un micro. J'ai un micro. Bonjour à tous. Désolé pour l'entrée un peu théâtrale avec les kémonos, mais c'est juste que comme on a passé 40 minutes à les monter, on était très contents de les montrer. Donc, Vue des quartiers est en fait une initiative qui a été cofondée par BFM TV et une association d'élus qui s'appelle Ville et banlieue. Ville et banlieue, que je salue aujourd'hui, est une asso qui a été fondée en 1983 pour redynamiser un discours de la part des communes, notamment de banlieue, mais des quartiers prioritaires en général. Et on s'était retrouvés il y a quelques années pour monter ce projet d'annuaire qui nous semblait pouvoir être utile et être une réponse efficace à un problème d'équilibre, de justesse ou même de volume de traitement de l'actualité des quartiers prioritaires. Et cette initiative qui a été lancée donc en 2019 a mis un peu de temps à éclore simplement parce que la crise Covid est passée par là. Donc ça nous a amené à avoir quelques difficultés techniques. Et nous sommes très fiers aujourd'hui de nous retrouver ici pour la 3e fois aux Assises où nous avions été invités pour présenter initialement le projet, puis parler du lancement. Et maintenant, nous arrivons avec le produit fini, ce qui nous permet de vous inciter, jeunes journalistes, à vous inscrire, à participer, à critiquer aussi l'initiative pour qu'elle puisse évoluer. Et nous arrivons aujourd'hui avec les partenaires qui nous ont rejoints, et c'est ouvert à l'ensemble des rédactions de presse, et nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir Radio France avec nous depuis maintenant 6 mois, 1 an, et France Télévisions qui vient d'arriver autour de l'initiative, avec l'idée de pérenniser l'annuaire, de le développer et de faire en sorte que son fonctionnement soit compris et utile aux journalistes sur le terrain. Voilà, et je précise que je ne suis pas secrétaire général de BFM TV. Je suis délégué pluralisme et diversité BFM RMC. Voilà. Merci Maxime. Est-ce que en quelques mots, pour que tout le monde comprenne bien ce qu'est Vue des quartiers, tu pourrais expliquer comment ça fonctionne concrètement, qu'est-ce que c'est censé apporter et à quel problème aussi ça peut répondre? Alors, Vue des quartiers est un site auquel vous pouvez accéder là, dès maintenant, vuedesquartiers.fr. C'est un annuaire en fait, de contact dans les quartiers prioritaires. Les quartiers prioritaires, il y en a 1514 en France. Ce sont des quartiers qui ne sont pas nécessairement des banlieues, au sens, ce que l'on considère être la banlieue. On est vraiment sur des notions de quartier au sens économique et social, c'est-à-dire des emplacements délimités par l'État où il est reconnu qu'il y a des difficultés sociales et économiques plus importantes que sur le reste du territoire et qu'il y a un plus grand éloignement des services de l'État. Donc, dans ces 1514 quartiers prioritaires qui existent dans toute la France, il y en a 275 dans l'Île-de-France, il y en a 220 en Outre-mer, on est vraiment sur quelque chose qui recouvre l'ensemble du territoire français. Il y a 6 millions de personnes, 5-6 millions de personnes qui y habitent et qui souffrent d'un problème de visibilité. Et je ne parle même pas de la question du mauvais traitement, c'est-à-dire que le premier constat, c'est qu'on parle très peu des quartiers prioritaires dans la presse nationale. Fort de ce constat et fort d'initiatives qui avaient existé préalablement et qui ont marché, et je voudrais citer en particulier l'annuaire des expertes, qui fonctionne très bien, qui a eu un effet visible dans la façon dont les médias, notamment de télévision et de radio, ont su améliorer la part des femmes parmi les expertes qui interviennent en plateau. Ça a marché parce que c'était simplement la mise à disposition d'un outil, au sens d'une clé à molette, auprès de journalistes en leur disant, voilà, vous utilisez, vous n'utilisez pas, mais ensuite vous ne pourrez pas dire que cette ressource n'existait pas. Et en fait, la simple mise à disposition d'un outil gratuit a fonctionné. Donc Vue des quartiers, c'est juste ça. C'est un site internet dans lequel il y a 2 points d'entrée. Il y a un point d'entrée pour les personnes qui habitent ou agissent dans les quartiers prioritaires et souhaitent se mettre à disposition des journalistes en disant voilà ce que je fais. Et un autre point d'entrée côté journaliste
qui s'inscrivent, qui s'accréditent auprès de l'outil en disant simplement je suis journaliste, voici ma carte de presse, ou quand ils n'ont pas leur carte de presse, je suis journaliste indépendant sans carte de presse et voilà quel est mon travail. Les deux référents comme journalistes s'inscrivent gratuitement. Les frais de la création et de l'administration de l'outil sont payés par les membres cotisants que sont les rédactions de presse, donc ça c'est le troisième ensemble. L'idée étant que ce soit un outil qui ne vive que des cotisations des rédactions membres, et qui soit utile et grandisse tout seul. On n'est absolument pas sur une notion d'expertise. Les contacts qui s'inscrivent ne sont pas des contacts qui sont vérifiés ou sélectionnés ou dont on dit qu'ils sont légitimes ou pas à parler de leur quartier. Le seul postulat de base, c'est de dire vous habitez dans un quartier ou vous travaillez dans un quartier, vous voulez en parler, venez. Et ensuite, les journalistes qui utilisent l'annuaire font leur travail de journaliste, de confrontation des sources, d'évaluation, de discussion. C'est simplement un outil qui est mis à disposition et ensuite libre à chacun de faire son travail. Il ne faut pas remplacer le travail des journalistes, il ne faut pas remplacer la voix des habitants des quartiers, donc c'est là où toute l'initiative se construit, à ce point de croisement. Merci beaucoup, c'était très clair. À ce stade-là, pour qu'on avance tous en même temps dans le débat et qu'on comprenne tous bien de quoi on parle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question sur le projet ou pas? Vous avez le droit de pas en avoir. Ok. Eh bien, nous allons passer à la suite. Du coup, on a Radio France qui est rentré le premier après la rédaction membre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, Antoine, quelle a été la démarche, qu'est-ce qui t'a séduit dans ce projet-là et quel en est un peu l'élément déclencheur, qu'est-ce que tu as trouvé intéressant dans ce projet? Alors, donc moi je suis délégué éditorial en charge de la diversité et de l'égalité des chances à Radio France. J'occupe ce poste depuis à peu près 1 an et demi, mais avant j'ai été reporter pendant 25 ans à Radio France et à Canal+. Et il se trouve que mon histoire personnelle fait que je connais bien la banlieue parce que j'y ai grandi. J'ai grandi à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Je ne suis pas né en France, j'ai été naturalisé assez tard. Et je n'ai pas fait d'école. Et j'ai eu la chance d'intégrer des émissions de Radio France. J'ai été recruté à Canal pour travailler notamment sur l'émission du midi. Et comme je connaissais bien la banlieue, j'étais un peu le reporter préposé pour aller travailler en banlieue. Donc je suis très attaché à la banlieue. Et effectivement, on ne va pas se mentir, c'est compliqué de travailler en banlieue. Quand on est journaliste, a fortiori en télé, parce que sortir une caméra en banlieue, on peut effectivement susciter des réactions hostiles. Il existe toujours une ligne de fracture entre les médias, la presse et les habitants des banlieues. Et c'est pour ça qu'un annuaire comme ça, c'est utile pour les journalistes qui se rendent sur le terrain. Parce que la plupart des journalistes, encore aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas toujours les clés de compréhension de ce qu'est la banlieue, la mentalité de la banlieue et la vie des gens en banlieue. Donc un outil comme l'annuaire des quartiers, Vue des quartiers, permet d'avoir un contact avec des gens qui sont volontaires pour vous parler, parce que la plupart du temps, lorsque les journalistes, les médias s'intéressent aux banlieues, c'est qu'il y a un événement souvent grave, des émeutes, des révoltes, selon qu'on les qualifie. Et souvent, il y a un manque de temps. Il faut réagir vite. Les chaînes d'information continues doivent aller vite, doivent alimenter les journaux, que ce soit aussi ceux de France Télévisions ou de TF1. Il faut aller très vite. Et donc, comment ça se passait avant, c'est que le journaliste arrivait et puis prenait ce qu'il y avait sur le terrain lorsqu'il arrivait. Là, ça permet d'avoir des contacts qui sont volontaires. Donc, on peut les appeler, prendre rendez-vous et leur demander ce qu'il se passe. Ils ont un vécu qui permet d'avoir justement un témoignage qui est proche du réel. Et c'est aussi l'avantage de multiplier les sources. Parce qu'avant, comment ça se passait? C'est que lorsqu'il y avait par exemple, si on prend les émeutes, c'est le cas le plus fréquent, c'est qu'on appelait la police. Parce qu'il y avait des contacts privilégiés avec le commissariat, avec les policiers, et on avait une seule source. Et pendant longtemps, les journalistes se contentaient de cette source. Je ne sais pas si c'est toujours le cas chez mes confrères, mais le fait de pouvoir avoir des contacts avec des habitants, ça peut
permettre de multiplier les sources et de recouper les informations. Et d'avoir aussi un point de vue plus global sur les choses et plus réel. Donc ça, c'est important de multiplier les sources. Et c'est aussi une façon d'avoir une vision, un témoignage plus réel, plus concret de ce qui se passe en banlieue. Donc c'est pour ça que nous, à Radio France, on s'est dit que c'était un outil très utile pour exercer au mieux notre métier qui est de donner des informations les plus vérifiées possibles. Merci beaucoup. J'aimerais bien donner la parole à Mariam, qui est du coup reporter à l'AFP. Est-ce que tu veux réagir par rapport à ce qui a été dit? Comment toi tu vois ton travail justement de reporter sur le terrain? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Alors du coup, moi je travaille à l'AFP, donc qui est une agence de presse internationale, mais qui est aussi très présente sur le territoire en France. Et donc pour couvrir la région parisienne, on a 2 bureaux. Un bureau à Bobigny, on couvre la Seine-Saint-Denis, le Val d'Oise et la Seine-et-Marne, donc 3 départements. Je fais partie de ce bureau-là. Et on a l'autre bureau qu'on appelle celui de Nanterre-Créteil qui fait le reste, donc Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Essonne et les Yvelines. Moi, je trouve pas que ce soit difficile de travailler en banlieue. Enfin, c'est au quotidien. Voilà, moi, je suis basée à Bobigny. On est amené à se déplacer un peu partout, parfois dans ce qu'on appelle un peu la banlieue, le cliché qu'on a, donc des cités et tout, mais pas forcément. Il n'y a pas que ça. Enfin, la Seine-et-Marne, c'est très varié. Même la Seine-Saint-Denis. Moi, je viens pas de région parisienne. Et quand je suis arrivée en région parisienne, j'ai découvert le 9-3, comme on dit, le 93. Et moi, quand je suis arrivée au Raincy, je me suis dit, mais pourquoi c'était l'image que j'avais de la Seine-Saint-Denis, alors qu'il y a des coins très, très, très divers. Il y a des réalités très diverses. Il y a l'image qu'on a un peu des cités, mais pas que. Il y a des zones pavillonnaires. Il y a une diversité de territoires en fait au sein même d'un territoire qu'on a tendance un peu à... On a une vision monolithique en fait de la banlieue, mais c'est pas ça au quotidien. Et donc moi un peu la critique que je peux faire, c'est que très souvent les journalistes parisiens on passe le périph' que quand ça va mal. Mais faut avoir en tête dans les rédactions que même pour des sujets écologie, urbanisme, consommation ou autre, il faut aussi aller ailleurs que dans les arrondissements parisiens pour illustrer. Et après, voilà, ça c'est une vision beaucoup plus large, hein, mais on a tendance à aller dans certains endroits que quand ça chauffe. Mais en fait, non. Parler de la France, parler de ses territoires, c'est aussi y aller, être présent au maximum. Après, je sais qu'il y a une réalité qui fait que l'actu chaude prend le dessus. Et je travaille en agence de presse, donc je sais que le tout venant, le principal, c'est l'actu chaude. Mais voilà, au-delà de ces initiatives que je ne connais pas. Donc moi, je suis celle qui découvre. Je ne connais pas encore cet annuaire. Mais voilà, au-delà de ces initiatives qui permettent de pallier un problème de représentativité, on va dire, il faut aussi avoir dans les rédactions cette vision de être présent au maximum, quels que soient les sujets, en fait. Je suis un peu partie dans tous les sens. Mais c'était très bien, c'est très intéressant. Je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. Et en fait, les expertes, c'est une super initiative, mais du coup, elles sont expertes d'un domaine. Donc là, moi, ma question avec cet annuaire-là, c'est on ne peut pas dire qu'il y a des experts des quartiers. Est-ce que, en fait, moi, ma peur, entre guillemets, c'est que les gens soient contactés pour représenter telle ville, pour représenter tel quartier, pour représenter telle cité, et ne soient pas contactés pour leur domaine d'expertise. Enfin, on va contacter une experte parce qu'elle est experte en géologie, donc ça permet de diversifier les interlocuteurs qu'on va avoir dans un papier, mais elle n'est pas là pour représenter les femmes. Donc moi, j'espère que l'utilisation de cet annuaire, ça va aussi être de penser à avoir ce réflexe de diversifier les profils qu'on interroge, mais pour des papiers qui ne sont pas que des papiers sur les quartiers, sur la banlieue et autres. Et voilà, comment ça a été un peu pris en compte, cet écueil possible. Nous nous étions fixés 3 utilisations possibles ou souhaitées de l'annuaire dès le départ. Et je vais revenir juste dans un instant sur ce qui nous semblait... alors Clément est l'animateur de Vue des Quartiers, qui est juste là avec le t-shirt Vue des Quartiers au premier rang. Et du coup, nous nous étions fixés un marqueur de réussite. À quel moment est-ce qu'on peut se dire que l'annuaire fonctionne? Les trois utilisations, c'est comme je l'avais dit, on n'est pas là pour créer un annuaire d'experts. Le modèle de l'annuaire des experts était très utile parce que c'est le format de l'outil qui a fonctionné.
je crois, dans une très large mesure, quand on va voir les journalistes et qu'on leur offre un outil gratuit, c'est déjà plus populaire que du payant. Et puis aussi parce que dès lors que c'est mis à disposition et que c'est gratuit, on a envie de découvrir. Et je ne dirais pas qu'on a eu une approche ludique, mais on s'est dit qu'il fallait effectivement qu'il y ait cette approche de découverte dans la façon dont on utilise l'annuaire. Et donc le point d'entrée que l'on a sur l'annuaire, c'est une carte. Et on clique sur la carte et on voit déjà quels sont les quartiers. Il y a beaucoup de données INSEE que l'on a insérées pour arriver en ayant très peu de connaissances sur ce que sont les quartiers et avoir au moins le minimum vital pour comprendre de quoi on parle. On a choisi des données factuelles utiles mais non discriminantes. Donc on est parti sur les proportions hommes-femmes, les catégories d'âge et la création d'entreprises, puisque les quartiers prioritaires sont le principal vivier de création d'entreprises aujourd'hui en France. Donc on a réussi à trouver, je pense, un point d'équilibre intéressant pour couvrir 3 utilisations possibles. La situation d'urgence dont parle Antoine, qui est celle que j'ai vécue moi à BFM TV en travaillant en soirée, où il y avait beaucoup d'urgences qui nécessitaient justement des points de vue autres que les commissariats et plus encore, je dirais, les syndicats de police. Le deuxième cas de figure qui est la construction des plateaux où l'on puisse avoir des voix plus variées dans les personnes qui justement incarnent mais sans incarner, c'est-à-dire venir parler de leur quotidien mais sans se dire experts de leur ville, donc pouvoir dire de là où on parle. Et le troisième cas de figure qui est lorsque l'on a un temps long qui est de moins en moins fréquent dans les rédacs, de pouvoir préparer les reportages avant d'aller sur le terrain. Et donc, cette possibilité que l'on a, et là encore c'est un cas qui devient de plus en plus optimiste, de pouvoir préparer en amont, appeler, se familiariser avec le sujet, aller chercher des infos pratiques, et ça passe beaucoup par le contact direct avec les personnes que l'on veut rencontrer ou pas sur le terrain, et donc tout un travail de préparation en amont. Je dis que c'est de moins en moins vrai parce que lorsque l'on a commencé à construire l'annuaire, on s'est rendu compte que là où il y avait beaucoup de spécialisation de reporters dans les rédactions, et là je parle des grandes rédactions nationales, cette spécialisation de la politique de la ville commençait à disparaître. Lors d'un de nos premiers échanges que l'on a eu il y a quelques années au Media Lab, il y avait un reporter de l'UMA qui était dans la cellule politique de la ville, et cette cellule-là, entre-temps, a disparu. Donc, on a détricoté beaucoup d'expertise parce que les rédactions se sont réduites en taille, se sont réduites en temps disponible aussi. Et donc, l'annuaire n'a pas vocation à remplacer les expertises de terrain, mais au contraire, à venir apporter un effet levier pour permettre à des reporters infogénés, qui n'ont par définition pas cette expertise, pas ce réseau, pas ces contacts, pas cet annuaire perso que l'on peut avoir de contact, et leur dire, voilà un outil qui vous permettra non pas d'être expert, mais de ne pas maltraiter le sujet. C'est le minimum vital. Et le premier critère de réussite qu'on s'était fixé avec Clément, et un jour on y arrivera, il y a une première notion de masse critique, c'est-à-dire qu'on se dit qu'il faut une moyenne de 10 contacts par quartier prioritaire pour que l'annuaire vive de lui-même, et c'est quand même colossal parce qu'il y a 1514 quartiers, donc ça veut dire 15 000 contacts en masse critique, on n'y est pas. Et le deuxième critère de réussite, c'est quand l'annuaire sera utilisé ouvertement par les rédacs pour faire des marronniers. C'est-à-dire que l'on soit capable d'aller prendre le sujet le plus banal, celui que l'on répète chaque année, mais au lieu de le faire au pied du tramway du 15e arrondissement, de le faire en allant dans un quartier prioritaire, mais pour justement diversifier les points d'entrée. Et donc de ne pas aller interroger des personnes qui vivent ou agissent dans les quartiers pour ce qui se passe dans les quartiers, mais pour avoir simplement leur quotidien, mais en traitement d'un marronnier. Si on arrive à faire ça, c'est bon, l'annuaire aura été utile. Parce qu'on aura du coup dépassé le simple traitement du quartier pour ce qu'il est, c'est-à-dire réduire les gens à leur immédiat, leur étiquette et leur vécu, et on aura réussi à faire en sorte qu'ils soient, en fait, comme tout le monde, dans un traitement banal de l'actu. Voilà. Merci. Je voulais juste aussi rajouter un truc, ce qui, à mon sens, est aussi intéressant dans l'annuaire, c'est que ce sont aussi les personnes qui s'inscrivent elles-mêmes dans l'annuaire. C'est-à-dire que demain, on est un habitant d'un quartier prioritaire ou on travaille dans un quartier prioritaire, on a envie de prendre la parole sur un sujet parce qu'on travaille dans l'éducation, parce qu'on travaille dans l'économie, etc. C'est de nous-mêmes que nous nous inscrivons, et surtout, on donne les informations que l'on veut aussi. C'est-à-dire que dans toute la procédure pour s'inscrire dans cet annuaire-là, on explique aussi en quelques lignes, voilà, moi, je souhaite interagir sur ce sujet-là. Et du coup, je trouve aussi que ça peut permettre aux journalistes d'aller être un peu plus curieux aussi sur ce qui s'y passe, et donc du coup d'avoir des ouvertures, des sujets auxquels on n'aurait pas pensé, des personnes, des profils qui sont diversifiés et qu'on n'aurait même pas forcément
penser sur tel ou tel sujet. Donc je trouve aussi en ça que l'annuaire, en dehors du traitement chaud de l'actualité et de l'urgence, qui est un fait, et c'est bien d'avoir un outil comme ça, permet aussi d'ouvrir peut-être à une réflexion un peu plus intéressante aussi sur le traitement médiatique. Mais du coup, si j'ai bien compris, vous ne contrôlez pas, entre guillemets, les personnes qui s'inscrivent. Ça a été une question régulièrement posée au moment de la construction de l'outil. D'abord, lorsque l'on est allé, parce qu'on ne s'en cache pas d'ailleurs, l'outil, il y a eu 2 phases budgétaires. Il y a eu une première phase de création de l'outil qui a nécessité des financements publics, et il y a la phase dans laquelle on se trouve maintenant qui est l'administration, où là on ne dépend que des cotisations. Mais quand on est allé demander des soutiens publics, ce sont des questions qui nous ont été posées. D'abord, ça a été posé par les élus avec lesquels on a co-construit l'initiative, avec des maires disant mais en fait ça veut dire que dans ma commune il y a une personne que j'aime pas qui va pouvoir parler au nom de ma ville. Bah oui, en fait c'est ça le principe. Mais du coup c'est bien, mais est-ce qu'on peut avoir la liste des personnes qui s'inscrivent dans notre ville? Bah non. Donc voilà, il y a eu un petit jeu d'équilibriste au début où en fait les personnes qui participaient, qui ont cofinancé, ont eu un moment d'adaptation pour comprendre le concept. Et puis ensuite, il y a eu aussi la question de est-ce que ça ne va pas favoriser l'entrisme? Est-ce qu'il n'y aura pas une forme d'entrisme dans l'annuaire? Ben, c'est très bien qu'il y ait. En fait, nous, notre seul prérequis pour s'inscrire dans l'annuaire, c'est pas une question de compétence. On n'est pas là-dessus. C'est vraiment bêtement, est-ce que vous vivez dans un quartier prioritaire? Est-ce que vous agissez dans un quartier prioritaire? Est-ce que vous avez envie de parler? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvé devant la télévision à voir un reportage qui concernait votre quartier en se disant mais c'est pas ma ville. La façon dont on en parle, la façon dont on le montre, ces reportages en caméra cachée, alors que mais pourquoi avoir une caméra cachée? C'est ce que tu disais. Voilà, ce côté un peu, si on m'avait posé la question, j'aurais dit différemment, bah si, en fait, inscrivez-vous et on en parle. Et vous n'avez pas peur, du coup, des trolls, un peu des faux profils, des personnes Bien qui sûr. vont créer un profil, qui vont raconter un peu n'importe quoi pour alimenter certains clichés aussi qu'on peut avoir? Alors, il y a tout un travail de cohérence dans les profils. Clément a beaucoup à dire là-dessus parce qu'il a déjà croisé quelques trolls. Mais et donc, c'est tout le travail de cohérence aussi, un travail de vérification factuelle que l'on fait, mais qui n'est pas un travail de sélection. D'accord. C'est vraiment, et ça ne nous empêche pas, en fait, lorsque les gens s'inscrivent, ils mettent en théorie leur numéro de téléphone, et donc on peut aussi les appeler pour s'en assurer. Mais le numéro 06 1 2 3 4 5 6, on peut aussi faire preuve de méfiance. Mais oui, il y aura des accidents, c'est certain. Mais c'est aussi pour ça que lorsque les journalistes arrivent sur l'annuaire, une fois qu'ils sont accrédités, on leur explique quel est le mode de fonctionnement, quel est le mode de sélection, et que rien ne remplace leur travail de journaliste. Oui, Mais, je me permets juste de rajouter, c'est que le journaliste a quand même un travail à faire derrière. S'il cherche quelqu'un et si le profil est intéressant, c'est comme sur un micro-trottoir où on va interviewer 50 personnes et qu'au final on va en garder 2 parce que sur 50 personnes, il y en a 48 qui auront dit des trucs inintéressants ou qui ne nous intéressent pas pour le sujet. Là, il y a un peu le même fonctionnement. C'est juste que c'est comme un micro-trottoir en vrai. Voilà. C'est un peu, il y a plein de profils, ça nous intéresse, on les appelle, on voit. Il doit toujours y avoir malgré tout ce travail-là aussi de journalistes derrière, d'aller vérifier qui parle et au nom de quoi, et de bien comprendre qui est la personne, comme pour n'importe quel sujet au final. Et du coup, je vais en venir, je finis ma phrase. Et du coup, voilà, France Télévisions a rejoint là, très récemment le projet. Pour quelles raisons, un peu pareil que pour Antoine, quelle a été la démarche, quel regard tu portes sur ce projet et quel espoir tu mets dedans? Bon, je vais peut-être répéter des choses qui ont déjà été dites, mais c'est vrai qu'on partage tous un constat, c'est que globalement, lorsqu'on va dans ces cités dites un petit peu défavorisées, ou en tout cas situées dans des zones prioritaires, c'est qu'on n'est pas les bienvenus. Il faut quand même se le dire aujourd'hui. Quand on va faire des reportages sur ce terrain-là, c'est un terrain un petit peu miné, parce qu'on nous reproche beaucoup de choses. On nous reproche d'être très loin de ces priorités, de ses préoccupations. On nous reproche de venir, comme tu l'as dit, aussi parfois que lorsqu'il y a des voitures brûlées, lorsqu'il y a des incidents, alors qu'il existe en effet une vie associative, une vie quartier assez extraordinaire. Et quand on y va et quand on prend le temps de passer du temps, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une émulation incroyable entre ces habitants et qui ne demandent que ça, hein, qu'on montre la réalité de leur quartier. Donc je pense que cet outil va nous permettre peut-être de décloisonner un petit peu
cette relation qui est quand même un petit peu voilà, tendue. Et je pense que c'est aussi pour nous, au service public de l'audiovisuel, un objectif permanent, c'est de se dire qu'il faut qu'on ressemble à ce qu'est la France aujourd'hui. Et que globalement, lorsqu'on regarde les JT, et je parle pour ma paroisse, et quand on regarde le JT du 20h, c'est vrai que les gens issus de ces quartiers-là n'ont pas forcément beaucoup de place. Donc il va falloir rectifier un petit peu ça, et c'est pour ça que lorsque Jérôme Bouvier et toi, Maxime, lorsque vous êtes venus nous présenter ce projet-là, je me suis dit c'est évidemment un projet digne de service public, et que j'étais extrêmement content et fier finalement de m'adosser aussi à BFM et évidemment à Radio France. Mais Radio France est un partenaire finalement assez naturel, BFM un petit peu moins, je vous le dis sincèrement, mais ils sont engagés sur une démarche qui me paraît moi citoyenne et extrêmement intéressante de service public, et donc pour nous c'était évident, en tout cas pour moi c'était évident qu'il fallait nous y associer. Après il faut faire vivre en effet cet annuaire, il faut dire aussi que ça ne remplace pas le travail des journalistes, mais si ça peut permettre aussi, et j'espère que ça va aussi se matérialiser, permettre un petit peu de susciter des vocations également dans ces quartiers-là, moi j'en serais très très heureux. Je voudrais que nos rédactions aussi, elles soient aussi le reflet aussi de cette multitude culturelle française, et on essaye de faire des efforts. Donc je sais que Radio France et BFM le font, mais je vais parler de ma paroisse, et pour nous c'est extrêmement important d'aller chercher aussi ces jeunes qui vivent dans ces quartiers-là. Et si grâce à cet annuaire on peut créer un lien, recréer un lien et susciter des vocations, moi je serais hyper heureux. Je voulais juste rebondir sur un point qui avait été soulevé par Antoine. Tu parlais de fracture, et là à l'instant tu parlais justement de difficultés que l'on pouvait avoir. C'est quand même le résultat d'une réalité de mauvais traitement. On n'a globalement pas été bon, et maintenant c'est un peu normal qu'on en paye le prix par cette méfiance. Là où vraiment l'initiative de Vue des quartiers est née, c'était un moment où, alors pour les moins de 20 ans ça va être un peu compliqué, mais il y a eu une tentative de plan pour les quartiers qui était le plan Borloo, qui a été enterré. Mais lors de la construction de ce plan Borloo, il y avait eu tout un tas de tables rondes qui avaient été organisées autour, sur plein de thématiques différentes, la vie associative, la vie économique et l'image des quartiers. Et toutes les grandes rédactions de presse avaient été invitées à participer à cette table ronde, à être auditionnées. Donc France Télévisions y était allé, BFM TV y était allé, et en fait chacun d'entre nous se voyait poser un certain nombre de questions, dont est-ce que vous avez l'impression que vous avez participé à la mauvaise image des quartiers, et de quelle façon? Comment est-ce que vous souhaitez le corriger? Et quel outil vous serait utile demain pour le faire? Et en fait, chacun y allait avec son passif. Et donc, France Télévisions a eu un moment particulièrement difficile parce qu'il y avait eu l'histoire de Sevran, et ça avait été... voilà, en plus de ça, le contenu de leur audition avait été fuité, donc c'était pas très agréable. Mais BFM TV, nous étions arrivés un peu les derniers de la meute, puisque BFM TV est une chaîne récente, et qu'en fait, notre constat n'était pas que nous avions particulièrement maltraité les quartiers, c'est simplement que nous n'en parlions pas. Et à la question quel outil vous serait utile, du coup nous avons dit en fait nous pourrions imaginer une forme d'annuaire de contact pour mieux travailler dans les quartiers prioritaires. Et un des élus qu'il y avait en face de nous lors de cette table ronde a dit mais en fait c'est une des pistes que nous avions évoquées, nous nous sommes retrouvés après et nous avons commencé à travailler. C'est assez inouï d'ailleurs ce rendez-vous entre une association d'élus et une chaîne comme BFM TV, où on s'était dit que pour les journalistes, travailler avec des élus, c'était inhabituel. Pour des élus, travailler avec BFM TV, ça l'était encore plus. Et donc, la conjonction entre ces deux univers différents permettrait de créer quelque chose d'intéressant. Je ne vous cache pas que les débats ont été intenses pendant ces 3-4 années. Et je voudrais en particulier saluer Driss Etazoui, qui est vice-président de la communauté d'agglo d'Évreux, et Rémi Engrand, qui est directeur de la communication de Chanteloup-les-Vignes, et directeur de cabinet de la maire. Parce que les deux, en fait, ont apporté dans la construction du projet non seulement les attentes de leur territoire et de l'association Ville et Banlieue, mais aussi leur vécu personnel de ce qui a pu être un traitement problématique de leur ville. La communauté, la ville d'Évreux a beaucoup souffert d'un reportage de zone interdite il y a des années de ça, et en fait on est 15 ans après, et ça reste encore un truc qui est mal vécu par les habitants, ils s'en souviennent. Chanteloup a une histoire très particulière avec le film La haine, on en a fêté l'anniversaire récemment, et en fait tout le monde trouve que l'anniversaire est formidable, mais pas les habitants de Chanteloup. Donc il y a cette idée-là de la perception des quartiers et des banlieues. Là pour le coup dans les deux cas on est vraiment dans la notion historique et l'imaginaire collectif de la banlieue et le vécu des habitants. Donc là
L'annuaire vise aussi à rétablir ça. Et juste pour terminer, une anecdote marrante, à chaque fois qu'on avançait dans une étape de la construction de l'outil, est-ce que ce serait utile? Et qui on aurait envie d'avoir dans l'annuaire. Il y avait eu un moment assez marrant avec Nadine Morano, je ne connais pas. Nadine Morano, à un moment donné, avait fait une sortie, une saillie sur elle qui avait grandi dans le quartier du Haut-du-Lièvre à Nancy et qui disait que ce quartier, ça a beaucoup changé, c'est plus du tout ce que c'était dans mon enfance. Et Quotidien est allé dans le quartier en question, du Haut-du-Lièvre, et ils sont tombés sur une vieille dame très marrante qui dit « mais Nadine n'a qu'à venir dans ce quartier, elle saurait que c'est pas du tout ça, et que c'est tout ce qu'elle imagine, c'est du fantasme, et elle n'a qu'à revenir. » En fait, moi j'ai envie que cette petite vieille soit dans l'annuaire. C'est ça ce qu'il nous faut. Il nous faut des personnes qui soient capables de parler librement et franchement de ce qui se passe chez elles. Et il suffit à ce moment-là de leur tendre le micro et on a un récit. En effet. Merci Maxime. Moi j'aimerais ouvrir un petit peu aussi le débat. C'est bien beau, on est tous très enchantés de ce projet et de ce que ça peut apporter. Maintenant, quelle en est aussi la réalité ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce que... voilà. Moi, je voulais aussi un peu savoir du côté des rédactions, de savoir comment ça allait être développé et quel en était aussi sur le plus long terme. Parce qu'on a un annuaire, on a des personnes qui sont inscrites, c'est très bien. Maintenant aussi, il faut qu'il y ait un côté des rédactions, de pousser des sujets, de voir comment on l'utilise. J'aurais voulu avoir un peu vos regards là-dessus. Comment vous espérez... Je vois qu'il y a une question. Répondre. En vrai, tu veux que j'y réponde un peu ? C'est toujours en faisant un petit tour de France des régions à la recherche de nouveaux contacts qui prend pas mal de temps, mais en effet, on essaie de vraiment se faire connaître un peu partout, par tous les moyens, soit en utilisant les associations déjà présentes, mais on renforce pratiquement tous les mois les contacts. On va continuer là par la région Grand Est le 14 avril. Et on continue comme ça, à essayer de créer des événements, à rejoindre des événements déjà créés. Par exemple, en ce moment à Tours, pas mal d'animations autour des quartiers, donc ça vaudrait peut-être le coup de faire un petit tour ce soir pour reparler de tout ça, mais c'est vraiment essayer, soit avec des associations qui existent déjà, comme Passe en nous, qui ont déjà pas mal de petites antennes régionalisées, départementalisées, d'essayer comme ça, à chaque fois de se faire connaître, de frapper à la porte, de se présenter, de trouver de susciter l'inscription. Mais la question est très juste parce qu'en fait, on a non seulement un fossé de visibilité à franchir, et là, ça commence à essaimer dans les réseaux associatifs nationaux et régionaux, mais il y a aussi le fossé de cette méfiance qui s'est installée. Et donc, on a beaucoup procédé par des visios, en particulier parce que la période Covid ne permettait que ça. Donc, on a organisé des visios régionales et Clément a fait un travail énorme. Manon, on l'avait accompagné d'ailleurs sur cette animation de réseau. Mais on sait qu'il faut maintenant passer à l'étape suivante, qui est de déterminer les départements et les régions dans lesquels on a une moins forte visibilité et y aller physiquement. Et ça va être le plan du deuxième semestre 2023, qui va être en fait d'aller, pas faire du porte-à-porte, mais presque. C'est une chose de parler de l'initiative, mais ensuite quand on a des marques associées, quand c'est vu comme étant de la presse, il y a une idée d'appropriation, et du coup, il faut pouvoir répondre aux questions directement. Et ça passe par un contact direct. Oui. Alors, en fait, moi je vais vous raconter un vécu. J'ai fait un documentaire sur Aulnay-sous-Bois, sur la cité des 3000, là où il y a eu l'affaire Théo, une bavure policière, voilà, une interpellation qui s'est mal passée. Et en fait, c'était pour un doc, donc j'avais un peu de temps. Et ça, c'est un grand luxe lorsqu'on est journaliste reporter.
Et donc, moi, j'avais négocié ça. C'était une boîte de prod qui voulait faire ce doc. Moi, j'avais dit, je veux bien, mais il me faut 2 mois. 1 mois d'immersion sans caméra et 1 mois de tournage. Mais laissez-moi 1 mois sans caméra afin de convaincre les gens. Et il m'a dit, ouais, mais bon, voilà, on te laisse du temps, mais il ne faut pas exagérer. Je lui ai dit, bah, sinon, je ne le fais pas. Parce que je sais comment ça se passe et il faut gagner la confiance des gens. Donc, ils ont dit, OK, on tente le coup. Et pendant 1 mois, je me suis immergé aux 3 queues. Et j'allais chez le coiffeur, j'allais faire mes courses, j'allais manger tous les midis, tous les soirs. Et on avait même voulu louer une chambre chez l'habitant. Et en fait, on était confronté à un problème, c'est que personne n'a voulu. Et on payait la location. Hein, et personne n'a voulu. Et ça a été la même chose pour obtenir des témoignages. Au départ, j'arrivais en disant qui j'étais, pourquoi j'étais là, je voulais faire un doc, j'étais journaliste. Et toutes les portes se sont fermées au départ. Et il a fallu un travail du quotidien. Et parce qu'ils me voyaient tous les jours à la cité partager leur quotidien, ils se sont dit, mais t'es encore là? Mais on t'a dit non. Je dis, c'est pas grave, je suis là. Moi, je veux comprendre comment vous vivez, comment vous fonctionnez. Je connais pas ce quartier. Moi, je leur racontais mon histoire en plus. Et ça, je le faisais à dessein parce que je savais qu'il y avait un lien qui allait se créer. Même si j'ai grandi à Vitry, ils savaient que j'avais grandi en cité. Et donc, ils se disaient, le mec, il sait aussi un peu de quoi il parle. Et je lui dis, OK, mais je ne connais pas, moi, la vie aux 3000. Racontez-moi. Et là, on partageait un café, on discutait. Et c'est comme ça que j'ai gagné la confiance de ces personnes. Et j'ai obtenu plein de témoignages qui étaient extrêmement forts et qui étaient extrêmement authentiques. Mais ça, il a fallu du temps. Et donc, cet outil permet d'avoir des gens qui sont volontaires. On sait qu'ils se sont inscrits parce qu'ils ont envie de se réapproprier leur histoire. Parce que le problème, c'est que parfois, par maladresse, par manque de temps, on a fait un peu n'importe quoi. Moi, je dis de façon globale. Et aujourd'hui, s'il y a des gens qui sont volontaires pour dire « moi, j'ai envie de raconter mon quotidien, j'ai envie de rétablir ma vérité », et pas celle que vous imaginez, celle que vous fantasmez, eh ben, je suis volontaire pour le faire. Et ça, c'est précieux. Parce que c'est l'assurance qu'on va avoir un témoignage qui sera intéressant, qui sera réel, dans la mesure du possible. Hein. Toujours garder cette réserve de vérification de l'information. Mais voilà, moi, tout ce temps que j'ai... 1 mois, c'est extrêmement long. Hein. Il a fallu les convaincre. Et si cet outil permet de gagner du temps pour obtenir le même résultat de qualité et de vérité, eh ben moi, je trouve que c'est un outil précieux. Et c'est comme ça que nous, on essaie de le vendre aux collègues, leur dire, voilà, là, tu as un annuaire, tu peux l'appeler, tu vérifies. Et il faut que ça soit aussi pour des sujets qui soient, entre guillemets, normaux. Que ce soit, je sais pas, la rentrée des classes, l'inflation, l'éducation, le sport, la culture, mais pas parce que c'est un groupe de rap qui fait quelque chose de spécial. C'est, voilà, de façon... Comme n'importe quel sujet qu'on pourrait faire à Paris, à Lille, à Bordeaux, à Lyon, voilà. Donc il faut que... Mais ça va prendre du temps parce que, encore une fois, il y a encore cette fracture qui existe. Mais moi, je pense que petit à petit, eh ben, en faisant des sujets normaux, en rétablissant un lien de confiance, on y parviendra. Oui, allez-y. Merci. Dans ce que vous dites, pour moi, c'est essentiel, en fait, le temps. Et j'ai l'impression que ce qui va faire la qualité du récit de la personne, c'est plutôt le temps qu'on a passé avec elle, plutôt que d'avoir trouvé son numéro et de savoir qu'elle est disposée à nous parler. Et entre le temps qu'il faut pour trouver le numéro et les 2 mois passés sur le terrain, je ne suis pas sûre que c'est le temps à trouver le numéro qui soit le plus chronophage. Et le défi, tout à l'heure, vous mentionniez aussi les rédactions qui sont de plus en plus petites, les gens qui étaient spécialisés sur les quartiers politiques de la ville qui ne sont plus là, on n'a plus le temps qui passe ce temps-là. Et pour moi, c'est ça le plus gros défi des rédacs, c'est comment allouer ce temps-là, qui ne soit pas du temps utile à produire 2 reportages par jour, mais voilà, accepter de redonner ce temps-là aux journalistes et donc le redonner aux gens dont on va parler. C'est pas le fait d'accéder au contact qui est important. En l'occurrence, ce qui est important, c'est que les gens sont volontaires. Moi, j'avais les contacts. Lorsque je suis allé à Aulnay-sous-Bois, j'ai rencontré les gens des associations, je les ai appelés, je dis, voilà, est-ce que je peux vous rencontrer? Ça, c'est facile, effectivement. Mais lorsque moi, j'étais actif dans la demande,
les gens ont refusé. Ils ont dit, écoutez, vous êtes sympa, vous avez l'air d'avoir une démarche honnête, mais on va refuser parce qu'on a déjà eu trop de problèmes. Et surtout... Oui, mais si ces récits-là, si ces personnes en l'occurrence, il y a eu un travail fait par Vue des quartiers qui arrive à les convaincre au préalable, si l'association fait ce travail-là, eh ben ça va faire gagner un temps fou aux rédactions et aux journalistes. Et encore une fois, ça va être un travail qui va être très très long. Mais effectivement, il faut que ce travail soit fait auprès des associations, de leur dire, voilà, on a fait des erreurs, on veut corriger le tir, on veut s'intéresser à vous, on veut que vous nous parliez de vous, de votre vie au quotidien, ça nous intéresse. Et c'est effectivement tout ce travail qu'il faut faire. Ce n'est pas un travail de trouver un contact, un téléphone, un mail, ça c'est facile, mais c'est qu'on puisse disposer d'un annuaire fiable avec des gens qui sont volontaires pour raconter leur quotidien et qu'on puisse le partager avec effectivement nos auditeurs ou nos téléspectateurs. Est-ce qu'on n'a pas qu'ils étaient déçus si jamais personne ne les contacte? Ils sont au courant. C'est un énorme problème et qui avait d'ailleurs été largement soulevé par Jérôme Bouvier, parce que je précisais que nous avons aussi des membres d'honneur de l'association, donc Rémi Engrand que j'avais cité de Chanteloup est membre d'honneur, Nadia Enimoulay qui avait avec Melting Book créé une première tentative d'annuaire et membre d'honneur de l'asso, ainsi que Herman Routy pour le Media Lab. Parce que justement nous voulions trouver ces expertises et mettre le projet à l'épreuve dès le départ. Et Jérôme Bouvier, qui est notre hôte aujourd'hui, avait soulevé cette question de l'animation du réseau, en disant il n'y a pas d'automatisme à ce que les gens soient contactés dans l'année ou dans les 2 années qui suivent, et donc comment est-ce qu'on fait pour qu'ils ne se lassent pas en se disant mais en fait, si personne ne me contacte, c'est qu'il ne se passe rien chez moi, mais pourtant il se passe plein de trucs. Et donc, déjà, on le dit dans le contrat au départ, dans le contrat que l'on passe avec les référents. On leur dit que vous ne serez pas forcément contactés immédiatement. Ça dépend de la façon dont la presse nationale et la presse dans votre région se saisit de l'outil. On profite, en fait, on a retourné un peu les règles RGPD à notre avantage, parce que c'est une base de données avec des contacts personnels, et donc on est tenu d'effacer les données sauf avis contraire, et donc au lieu de le faire à l'échéance qui est prévue par le RGPD, on le fait chaque année. Donc chaque année, on va les relancer en leur disant, voilà, il ne s'est rien passé ou il s'est passé quelque chose, mais voilà où on en est dans l'utilisation de l'annuaire. Et c'est pas Soran, regardez au loin, les journalistes arrivent, mais dans l'idée, on essaie de faire en sorte de maintenir l'attention en disant que l'outil doit aussi se mettre en place et voilà la façon dont ça va se passer. L'autre part que l'on a essayé d'inclure dans la construction de l'outil, et là aussi c'était le retour, c'était le résultat de tous ces échanges que l'on a eus avec ces expertises diverses, c'est dans la façon dont on va chercher les personnes qui sont référentes pour essayer de reconstruire un équilibre dans la relation qu'il va y avoir entre les journalistes et leurs sources, puisque ce sont des sources. On fait une sorte de mini-éducation aux médias, une sorte de crash course de voilà comment c'est censé se passer. On leur envoie une page A4 avec le résumé des règles du jeu. Dans la relation entre le journaliste et sa source, voilà ce qui est censé se passer, voilà quels sont vos droits. Dans les grandes rédactions nationales, il y a des médiateurs, il y a des possibilités de recours. Voilà les règles que les journalistes sont tenus de respecter parce qu'il y a un règlement intérieur. Et si vous avez l'impression que le contrat n'a pas été respecté, si vous avez l'impression que vos propos ont été déformés, contournés, tronqués, voilà les recours qui s'offrent à vous. Et je trouve que, parce que dans les échanges que l'on a eus avec beaucoup de contacts potentiels, de référents potentiels qui étaient venus parler avec nous, cette notion-là est arrivée assez vite. En fait, on veut bien parler, mais quand on parle, parfois, on a l'impression que ça nous échappe et notre parole devient autre chose, et on ne sait pas quoi faire. Et pour nous, au sein des rédacs, en fait, ça nous semble évident. On est là, on a nos boîtes mail, on a nos numéros de téléphone, et on ne comprend pas. Si vous n'êtes pas content, appelez-nous. Mais ce n'est pas un réflexe conditionné. Ça appartient à une relation qui, pour nous, côté journaliste, est parfaitement évidente, mais côté source et côté public, elle ne l'est pas. Donc, c'est un travail constant d'explication des règles du jeu, et du coup cette page A4 bête et méchante, hein, c'est pas hyper évolué, est peut-être plus utile sur le long terme que ne le serait le fait de dire voilà le numéro de l'animateur ou l'adresse contact @Vue des quartiers qui est là d'ailleurs, contactez-nous si vous avez un problème. Ce réflexe là, voilà, il faut déjà donner des clés utiles dans cette relation de confiance si on veut que ce soit une relation de confiance. En tout cas, je trouve que la question est vraiment pertinente parce que ça serait pire
finalement de créer des frustrations et de ne pas pouvoir y répondre. Donc ça me donne quelques petites idées. Bon, vous avez compris que France Télévisions était arrivé un petit peu tard, mais c'est vrai qu'on peut tout à fait imaginer, parce que moi je dis que ce dispositif il est utile mais pas forcément suffisant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse en effet ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on fasse venir des jeunes aussi dans nos rédactions. Et je pense que, c'est peut-être une idée que je vous soumettrai, et qu'on peut organiser en effet des rencontres avec ces gens qui se sont inscrits sur cet annuaire. Nous, Radio France, comme chez toi, on s'y est engagé aussi sur l'idée de décentraliser un petit peu nos rédactions, donc d'organiser des rencontres avec nos téléspectateurs. Donc on pourrait tout à fait imaginer que voilà un tour de France de ces quartiers pour un petit peu réactiver un petit peu la pompe et faire en sorte qu'il y ait un suivi. Et je pense que ça, c'est peut-être des choses qu'on pourrait tout à fait imaginer, parce que c'est vrai que ça serait vraiment très frustrant quoi, si on les oublie, et ça contribuera justement à cette image qu'ils ont des médias, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Aujourd'hui, lorsqu'on interroge les Français sur leur taux de confiance vis-à-vis des médias, lorsque vous allez dans les quartiers dits défavorisés, c'est là où on a un taux le plus bas du taux de confiance. Hein. Donc il faut activer plein de leviers, et cet annuaire est juste un élément, à mon avis, qui est intéressant. C'est juste un outil. Hein. Ouais. Ensuite, ça va dépendre de ce que les uns et les autres en font. Mais c'est un peu le... Enfin, parfois, il y a des nuits sans sommeil et un moment terrifiant de se dire que voilà, on crée quelque chose, et ensuite, les deux publics doivent se l'approprier et se retrouver. Mais si ni les journalistes ni les habitants des quartiers ne souhaitent s'en emparer, bon, bah, voilà, on aura fait l'expérience, et ce sera triste et on passera à autre chose. Difficilement, mais voilà. Mais je suis convaincu que ça peut marcher parce que c'est simple. On est vraiment sur un outil. Et donc on dit simplement aux deux publics concernés, voilà l'outil qui existe, et donc ça passe par un énorme travail de communication et d'explication. Et libre à vous d'en faire ce que vous voulez, mais en fait les règles du jeu sont assez simples. Mais ça s'inscrit dans un écosystème où ça ne se suffit pas à lui-même. Il va falloir que d'autres initiatives s'enclenchent. Ça va aussi beaucoup profiter, je crois, de tout l'effort d'éducation aux médias qui s'installe aujourd'hui en France. D'ailleurs, dans la grande salle, au même moment, le grand échange sur justement le rapport éducation aux médias. On est vraiment dans cette dynamique-là, et je crois que ça rejoint parfaitement ce que dit Michel. L'envie de renouvellement des effectifs au sein des rédactions va beaucoup jouer. Les journalistes d'aujourd'hui et les journalistes de demain ne sont pas nécessairement les mêmes. Et cette notion de... Il y a des publics, des pans entiers de nos publics qui n'étaient pas au cœur de nos préoccupations, mais qui devraient l'être, va revenir. Et donc on s'adresse à une cible différente demain, et cet outil devrait pouvoir être utile. Mais ça ne marche que parce que voilà, l'ambition a changé. J'ai vu qu'il y avait une question au fond. Est-ce que tu veux le faire un outil où il y a que des personnes qui sont volontaires pour témoigner de ce qui se passe dans leur quartier? Ça va briser aussi un peu... On aurait pu les forcer, mais... Oui, oui. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec les personnes qui ont une plus grande facilité de communication, les grandes gueules, ou les personnes qui ont l'habitude de communiquer ? Alors, il y a justement alors pour l'instant, on n'a pas un ensemble statistique suffisant dans l'annuaire. On n'est pas encore arrivé à cette masse critique. Mais ça fait évidemment partie des travaux que mène l'animateur de l'ASSO, je regarde là, pour savoir justement qui parle. Et d'ailleurs, on a vocation, une fois qu'on aura suffisamment de contacts, à présenter de façon anonymisée, parce qu'évidemment, on ne peut pas, à côté grand public, donner trop d'informations sur les personnes qui se sont inscrites, mais on a l'intention d'avoir en page d'accueil, lorsque les journalistes arrivent sur l'annuaire, voilà la cartographie des personnes qui sont inscrites, pour qu'immédiatement on sache d'où parle l'annuaire en son ensemble, c'est-à-dire proportion homme-femme, proportion d'âge. C'est intéressant de savoir justement qui sont les contacts. Alors pour l'instant, il n'y en a pas assez pour qu'on puisse faire ce calcul de façon intéressante, mais ça fait partie de la construction de l'annuaire en tant que tel. Puis ça ne se substitue pas au travail du journaliste. Ouais. Non, mais c'est intéressant de savoir justement qui intervient. Je pense que c'est une info en tant que telle,
Et du coup, ce sera au point zéro de l'annuaire. Quand on entre, on se connecte. Bienvenue, cher journaliste, tu es dans l'annuaire. Et on donnera cette cartographie qui évoluera en temps réel, en fonction des personnes qui s'inscrivent. Mais parce que c'est de la data, et du coup, on a de la chance. L'animateur de l'association est data journaliste. Et donc, il a déjà réfléchi à toutes les façons de torturer les chiffres pour que l'on ait une information supplémentaire. Et le journaliste doit, effectivement, ce que commençait à dire Michel, c'est que le journaliste doit avoir toujours son regard critique. Il ne va pas se contenter d'appeler et de tendre son micro, juste lui dire, voilà, qu'est-ce que vous avez à nous raconter sur votre quartier. Il vient parce qu'il a un sujet à traiter, il a un angle, il a des questions et il vient chercher des réponses. Et justement, et donc, il faut toujours qu'il ait ce recul. Il ne peut pas se laisser balader, si j'ose dire, parce que la personne est volontaire, va lui présenter effectivement les meilleurs aspects de son quartier. Non, on peut, quand on l'appelle, on fait notre métier de journaliste, on le teste, c'est-à-dire qu'on essaie de vérifier un petit peu s'il nous balade ou pas, savoir depuis combien de temps il est là, qu'est-ce qu'il a à nous dire, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est objectif, est-ce que c'est... Voilà, on lui donne des données, il s'est passé ça, vous, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous avez... quelle est votre vision des choses. Une anecdote, moi, j'avais rencontré quelqu'un pour un tout autre sujet, et effectivement, comme vous le dites, il me présentait tout ce qui se passait bien dans son quartier, à Aulnay, et à un moment, c'était le moment où on parlait beaucoup du grand remplacement. Avec Zemmour qui disait voilà, il y a des quartiers qui sont envahis, voilà. Et je lui dis quel est votre regard là-dessus? C'était pas du tout l'objet. Et il a eu une analyse extrêmement intéressante sur ce phénomène. Je vous la fais courte. Il disait qu'en fait c'est la double peine pour nous parce que nous accusent d'envahir des territoires alors que c'est les blancs qui s'en vont. Et nous on voudrait, moi je voudrais que mon fils il aille à l'école avec des blancs. Et c'est les blancs, entre guillemets, je prends des raccourcis pour pas accaparer la parole, mais voilà, tout le monde s'en va, on reste entre nous, étrangers, blacks, asiatiques, ou français d'origine maghrébine, et après on nous le reproche. Donc voilà, et moi c'était quelque chose que je n'avais pas entendu à l'époque. Donc tout ça pour vous dire que de quelqu'un qui est volontaire pour vous parler sur un sujet quelconque, ben, on peut essayer de le brancher sur un autre angle et on voit ce qu'on en tire, quoi. Toujours garder ce regard critique, curieux du journaliste. Et pour répondre aussi à la question, surtout rien ne remplace le travail de terrain en fait. On a beau contacter des personnes, faut aller sur place et avoir aussi ce côté un peu instinctif qu'il y a dans notre métier. On va discuter avec quelqu'un. Et puis en étant sur place, on peut rencontrer d'autres personnes ou mieux sentir la personne. Il ne faut pas qu'il y ait un peu une flemme du journaliste. Ah bah j'ai le contact, je vais l'appeler, je vais faire mon papier au téléphone. Pour certains sujets techniques ou autres, c'est possible, mais dès qu'on est de l'ordre du reportage ou qu'on a envie de rendre compte d'un territoire spécifique, il faut aller sur place. Et ça demande du temps. C'est la question du temps qu'on abordait tout à l'heure. Et c'est comme, par exemple, parfois, il y a des ministres ou autres qui vont faire des visites. Donc, ils vont bien caster les personnes qui vont aller voir, les assos et tout. Et puis, quand on suit ces visites-là, parfois, il y a des opposants qui viennent. Il faut aussi entendre ça. Et si on n'est pas sur place, on ne l'entend pas. Il y a un passant qui va passer, qui va faire une critique, je ne sais pas, au maire ou au ministre. Voilà, ça, c'est une bonne personne pour avoir un point de vue contradictoire. Donc, c'est un outil intéressant que je n'ai pas encore testé. Qui est à tester, mais voilà, ça ne doit pas nous empêcher de faire notre travail, qui est la vérification des données, le terrain, discuter avec les gens, et puis ça reste de l'humain, notre métier. On est des humains qui parlons d'autres humains, donc il faut aussi être sur place et voilà, faire correctement notre travail. Et que ce soit pas, enfin voilà, il n'y a pas besoin de fixeur pour aller dans certaines zones en France. Il faut juste beaucoup d'honnêteté et puis y aller et aussi, prendre des... Enfin, je ne sais pas si on peut dire des précautions, mais moi j'ai vu parfois des personnes, des journalistes qui arrivent et qui direct sortent leur caméra alors qu'on ne les connaît pas dans le quartier ou autre. Et puis forcément, ça crée de la crispation. Comme ça peut créer de la crispation d'aller, je sais pas, dans le 16e et de sortir tout de suite une caméra. Mais on va plus accepter la crispation de certaines personnes que d'autres. Et donc voilà, ça c'est une critique plus générale sur notre métier, mais bien se présenter, expliquer ce qu'on fait et accepter aussi que certaines personnes ne veuillent pas nous répondre. Et ça, c'est en étant sur le terrain aussi qu'on peut rendre compte de ça, parce que c'est sûr que si on n'appelle que les personnes volontaires, on sait moins qu'il y a des personnes qui ne sont pas volontaires. Et, enfin voilà, se déplacer, quoi. C'est mon conseil.
Merci beaucoup. Il y avait On m'a dit qu'il y avait une question d'une personne que je... Ah oui, voilà, c'est bon. Déjà au moment de l'inscription, et j'avais parlé de l'inscription des personnes référentes, justement quand on leur envoie ce papier en leur rappelant quelles sont les règles du jeu, mais il y a aussi l'inscription des journalistes. Quand les journalistes s'inscrivent, ils s'accréditent auprès de l'outil, on leur dit voilà quelles sont les règles. Et dans le règlement intérieur, on a justement listé un certain nombre de règles du jeu. Il ne faut pas tricher, il ne faut pas tronquer, il faut en fait faire son job de journaliste et le faire en respectant les règles du jeu. On a des règles, on n'est pas complètement démunis, c'est pas sans foi ni loi, ou on débarque avec la caméra sans autorisation, sans rien, on reprend le témoignage des gens sans leur demander leur avis, enfin, il y a quand même un certain nombre de règles du jeu. Et donc le fait de rappeler d'un côté quelles sont les règles et de l'autre dire voilà quelles sont les règles auxquelles vos interlocuteurs sont soumis, c'est déjà rééquilibrer un tout petit peu ce rapport. Si jamais il y a un problème, de toute façon, les personnes référentes comme les journalistes ont le contact de l'association et donc on peut être là, non pas en médiateur, parce que c'est pas notre rôle, mais au moins pour comprendre, analyser, relancer s'il faut auprès des... alors pour le coup, si les rédacs sont partenaires, de relancer auprès de nos partenaires en disant on a été sollicité pour un problème qui a trait à votre média, ou le relancer vers les instances qui existent dans les différents médias si ces rédactions ne sont pas partenaires, parce que ces instances existent. Dans la presse audiovisuelle, il y a des comités d'éthique, il y a aussi des médiateurs dans la plupart des cas, il y a des adresses de contact, il y a des recours possibles. On n'est pas complètement démunis et le droit de la presse est un droit qui encadre bien en France. Donc ça, c'est pour la partie quels sont les recours possibles et comment rétablir ce rapport de confiance. En fait, il n'y a pas de raison que les choses se passent mal. Il y aura évidemment un certain nombre de cas problématiques ou difficiles et il y a une sanction qui est à notre niveau, hein, la micro-sanction. Le journaliste dont une source nous dit qu'il n'a pas respecté les règles du jeu, on examine la situation et si nécessaire, l'accréditation est retirée. Mais comme on aura, et ça on le sait, la question des trolls était intéressante, mais il y a aussi la question des trolls côté journaliste. Il y a des journalistes qui vont vouloir s'inscrire sur l'outil pour aller montrer qu'il y a de l'entrisme et que c'est scandaleux. Ça fait partie du jeu. On met une ressource à disposition et ensuite ce sera bien utilisé, ou avec bienveillance ou malveillance, ça fait partie de ce que l'on a anticipé. En espérant évidemment que ce soit plutôt bienveillant. Ensuite, sur la question plus générale du bon traitement des quartiers avec la question de l'angélisme, parce que c'est une vraie question, le but de l'outil n'est pas de mieux parler des quartiers, au sens en parler en bien. Le but du jeu, c'est d'en parler mieux au sens de favoriser l'émergence d'un plus grand équilibre dans le traitement. Il y avait eu un sondage il y a quelques années qui avait été fait dans plusieurs quartiers prioritaires avec l'idée que quelles sont les thématiques qui vous préoccupent le plus au quotidien, vous, habitants des quartiers. Et l'une des premières réponses, je crois que c'est la deuxième, c'était la notion de sécurité. Sauf que justement, on parle beaucoup de la sécurité dans les quartiers, mais au sens, on l'oppose aux habitants. Là, la question, c'est pour les habitants des quartiers, la question de la sécurité au quotidien. Donc, c'est pas du tout promouvoir l'angélisme ou montrer que tout se passe bien, c'est simplement juste redonner la parole aux personnes qui sont les principales intéressées. Et d'arrêter d'avoir des personnes extérieures des quartiers. La notion des visites des ministres et des maires avec les parcours, et des personnes qui sont interrogées et qui, en fait, parfois n'habitent même pas dans le quartier, ça interroge, mais ça interroge plus sur nos pratiques en tant que journalistes. Est-ce qu'on le fait bien ou pas? Est-ce qu'on est capable de poser les bonnes questions? Que sur les pratiques politiques que l'on connaît, en fait. On est censé pouvoir anticiper ça aussi. Et puis sur la question de l'angélisme, en fait, il y a... si vous ne connaissez pas déjà Pas de quartier sur France 24, je vous le recommande vivement. On est sur une émission hebdo et dont le prisme est justement en rééquilibrage du mauvais traitement médiatique des quartiers. Ils ont créé une émission qui n'est pas là que pour dire que les choses se passent bien, mais qui est là pour ne montrer que des initiatives positives.
issus ou qui ont émergé des quartiers culturels, sociaux. Et les reportages sont phénoménaux parce qu'ils ont le temps, déjà, un temps de traitement long, parce qu'ils ont trouvé une méthodologie qui fonctionne, en mettant à disposition des moyens au préalable de leur arrivée, eux, journalistes, sur le terrain. Et parce que, voilà, l'idée dès le départ, c'était on peut parler différemment des quartiers. Mais je pense que au-delà de ces initiatives volontaristes et positives, on doit pouvoir avoir un traitement quotidien plus équilibré. Mais là encore, ça ne marchera que si les uns et les autres s'inscrivent. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Est-ce que l'un d'entre vous veut rebondir là-dessus ou pas? Bon, je pense que c'est toujours le même constat. En fait, c'est un outil, mais c'est les pratiques en fait à réformer dans chacune des rédacs. Donc, on ne va pas mettre le poids sur Vue des quartiers. Enfin voilà, c'est un outil. Et puis après, il faut qu'il y ait des réflexions aussi dans chaque média sur nos pratiques. Après, je trouve que ça change un petit peu. Il faut quand même être assez optimiste aujourd'hui. Lorsque vous regardez les chaînes de télévision, vous avez aujourd'hui des visages, vous avez aujourd'hui des noms et des prénoms qui reflètent un petit peu plus la diversité justement sociale, culturelle française. Il y a des initiatives comme... alors on peut y arriver par l'apprentissage, on peut y arriver aussi par des bourses, les bourses de vie, par la bourse aussi de la chance, c'est-à-dire que de plus en plus de médias quand même essayent de renouveler un petit peu leur rédaction en allant justement chercher ces gamins-là, via ces bourses-là, via ces écoles qui les suivent un petit peu aussi. Donc voilà, donner quand même une petite note optimiste, même si on part de loin, même si je rebondis sur ce que tu disais, c'est vrai que le temps long est vraiment important. Alors le temps long, il n'est pas forcément dans le cadre des JT, même si on peut considérer qu'à la fin de la JT, il y a des sujets un petit peu plus longs, un petit peu plus mag, mais il y a des émissions, tu en citais sur France 24, sur France 2, il y a quand même Cache Investigation, il y a Envoyé spécial, où on prend un peu plus de temps justement avec les gens, et je pense que ça c'est nécessaire, c'est passer du temps avec les gens, et c'est comme ça qu'on recréera ce lien de confiance. Oui. Je dirais que oui, l'annuaire et d'autres initiatives pourraient servir pour une direction de rédaction pour dire en fait on peut faire la même chose avec 2 personnes de moins parce qu'on a l'annuaire, c'est formidable. Mais c'est peut-être part du risque, mais c'est pas un risque à notre niveau. Là, la question du temps de l'information est une question essentielle pour notre profession, mais ce n'est pas l'annuaire qui va vraiment être déterminant d'un côté ou de l'autre de la balance. Mais la question à laquelle l'annuaire est censé venir répondre, c'est qu'aujourd'hui, ce temps de traitement sur les quartiers, il n'existe pas. On n'a pas ce temps à proportion de la population qui vit dans les quartiers, on est sur 6 millions de personnes, sur 67 millions. C'est pas du tout le contenu que l'on a dans la presse nationale et même dans la presse régionale. La presse régionale, d'ailleurs, qui fait beaucoup plus de travail sur les quartiers prioritaires que la presse nationale. Mais en presse nationale, il n'y a rien. Donc, avant même d'arriver à la question au final, est-ce que ça ne veut pas dire qu'à la fin, on aura 2 journalistes en moins? Peut-être, oui, dans 20 ans, mais aujourd'hui, le principal problème, c'est que ces journalistes qui font ce travail sur les quartiers n'existent pas. Le contenu éditorial, alors, est-ce que c'est parce que les rédactions ne sont pas intéressées, ou est-ce que c'est parce que les voix à l'intérieur de la rédaction qui portent ces sujets-là ne sont pas assez entendues, ou que les propositions sont faites en conf de rédac, et on fait voilà, tu nous emmerdes avec ce sujet, qui d'ailleurs, cette phrase « tu nous emmerdes avec ce sujet » est valable sur beaucoup de thématiques différentes et pas seulement sur les quartiers. Mais voilà, l'annuaire va peut-être permettre de donner plus de munitions à ces journalistes qui aujourd'hui se battent dans les rédacs pied à pied avec les autres pour dire ces sujets-là, il faut qu'on en parle, ou ce mode de traitement-là sur ce sujet-là, on parlait du marronnier, faire le même sujet, mais avec différentes personnes. Je pense qu'avant qu'on en arrive à... L'annuaire va remplacer des gens. En mode chat GPT, on a un peu de marge. On a un peu de temps, et du coup, l'annuaire pourra être utile dans ce laps de temps-là. Et promis, si un jour on me dit qu'un journaliste a été viré parce qu'un annuaire le remplace,
c'est bon, on ferme les portes, on arrête tout, parce que c'est pas l'idée. L'idée, c'est que ce soit un outil utile pour des journalistes qui ont besoin de consacrer plus de temps à aller sur le terrain et ont besoin de consacrer plus de temps à discuter avec leurs contacts, plutôt que de prendre du temps pour, avec un sujet ponctuel qui n'est pas leur spécialité, se démener dans tous les sens pour trouver des contacts autres que des contacts institutionnels, ou qui aujourd'hui n'utilisent que de l'instit pour des sujets qui sont censés être des sujets quotidiens. Le drame, il est là, en fait. C'est que il y a la parole des habitants des quartiers est captive. Captive de leurs élus, des services de l'État qui, en fait, parlent bien. Mais du coup, si ça se résume à ça, on a perdu. Oui, j'ai vu qu'il y avait une autre question. Alors, j'ai une question un peu de... Comment dire ça? Parce que je ne suis pas journaliste. Picardie. Je ne vous ai pas entendu sur la protection des données. Parce que c'est des citoyens qui j'imagine, le quartier. Et tout à l'heure, vous avez parlé de la confrontation parfois des sources. Et je peux imaginer dans ce sport d'annuaire, la police aussi qui peut mettre des indices. Comment vous vous assurez déjà de l'identité le nom qui figure là-dessus et sur la protection aussi des données. Je ne pas Alors, je ne vais pas non plus donner les recettes pour comment contourner les contrôles sur l'annuaire, mais il y a quand même, voilà, on est sur un principe de silo dans l'annuaire. Il y a les personnes qui se référencent dans l'annuaire et qui n'ont pas elles-mêmes accès à l'annuaire. Elles ont accès à leurs fiches, mais n'ont pas accès aux personnes voisines. Donc, en fait, une personne qui s'inscrit dans l'annuaire ne sait pas qui, par ailleurs, s'est inscrit, et encore heureux. Mais du coup, ça veut dire que une volonté d'indic en passant par le côté référent ne serait pas possible. Les personnes qui ont accès à l'annuaire, les seules personnes qui ont accès à l'annuaire sont les journalistes accrédités. Donc, si la police a un indic détenteur d'une carte de presse, c'est pas du tout possible. Donc, il faudrait quand même que la personne qui serve d'indic dans cette situation soit côté police. Ensuite, sur la protection des données, d'une façon générale, ça a été notre souci numéro 1 dès le lancement de l'outil, même en phase de test. Il y aurait eu une facilité à passer, par exemple, par des outils de formulaires de type Google. Les outils de formulaire de type Google sont l'outil le plus simple pour construire une base de données. Le problème, c'est que du coup, ça veut dire que les données auraient été chez Google. On a refusé ça dès le premier jour, et en fait, ça a été construit en interne par notre prestat. Il n'y a absolument rien de la base de données qui soit sur un serveur que l'on ne contrôle pas. Donc cette notion de sécurité, c'était vraiment le point de départ le plus important. Parce qu'il faut protéger les sources et que nous sommes garants de la sécurité de toutes les personnes qui s'inscrivent, comme si elles étaient nos propres sources. Donc c'est quelque chose qui s'impose à nous. Sans compter tout ce qui est mis en place côté RGPD pour s'assurer que régulièrement les personnes aient la possibilité de se voir alertées en se disant vous êtes bien inscrit sur cette base de données. Si vous aviez oublié, maintenant vous le savez. Et vous avez la possibilité de vous inscrire ou de modifier les données. Oui, pardon, je te voyais. Non. Clément ? Il faut que je te redemande à nos prestataires de Wikidata, mais je pense qu'on est... On est sur un serveur à eux, en fait. Pas très très protégé par rapport à ce que peut nous fournir la norme classique. Du coup, tous les médias qui vont pouvoir avoir accès à l'annuaire auront accès à la base de données entière. Alors, les journalistes qui s'inscrivent individuellement ont accès à l'annuaire et ont accès à l'ensemble de la base de données. Mais le fait de pouvoir s'inscrire en tant que journaliste n'a rien à voir avec le fait que la rédaction soit membre ou pas de l'association. Là, Antoine représente Radio France au conseil d'administration de Vue des Quartiers, l'association qui gère l'annuaire. Michel représente France Télévisions. Je représente BFM TV. Pour autant, ça n'a rien à voir avec la possibilité d'avoir ou pas accès à l'annuaire, puisque ça ne passe que par l'accréditation journaliste. Et donc un journaliste dont la rédaction n'est pas membre, ça ne l'empêche pas d'accéder à l'annuaire. En fait, du jour au lendemain, l'annuaire a été rendu disponible à l'ensemble des journalistes français, que leur rédaction soit membre ou pas. Donc ça, les deux choses sont séparées. Ensuite, le seul journaliste qui n'ait pas accès à l'annuaire en France, c'est moi. Je suis administrateur de l'association. Et à ce titre, je suis, par le règlement intérieur que j'ai moi-même écrit,
le côté administration de l'association ne peut même pas avoir accès à l'annuaire. Ce qui veut dire que l'association Vie les banlieues, l'association d'élus transpartisane qui a cofondé l'annuaire avec BFM TV, eux ne peuvent pas avoir accès à l'annuaire. Ils ne sont pas journalistes accrédités et donc ils ne peuvent pas y avoir accès. C'est normal, on construit la chose en silo en pensant toujours au parcours d'utilisation, qui veut y accéder et devrait ou ne devrait pas y accéder, et qui doit y accéder, et que sont les journalistes, et comment ils y accèdent. Maintenant, à la question de est-ce qu'un journaliste malveillant pourrait demain vouloir ou pouvoir faire fuiter des contacts, toute personne malveillante peut contourner les obstacles si l'intention est là. Mais là encore, je ne pense pas qu'il y ait des journalistes qui veuillent nuire. Il y a des journalistes qui peuvent vouloir nuire à l'image des quartiers, mais ce ne sera pas en grillant une source. Enfin, là, on est sur quelque chose d'extrêmement grave en termes de déontologie de la presse, au-delà de la simple question de l'utilisation ou pas de l'annuaire. J'espère que j'ai répondu à la question. Et du coup, j'ai une question en tant que journaliste et possible utilisatrice. Là, il y a combien de personnes qui sont référencées, concrètement 301 depuis ce matin. Ok. Et un peu partout en France? Un peu partout, dans 250 quartiers différents. Ok. On a essayé justement de moins éclairer toute l'Île-de-France. D'ailleurs, le gros bout du mammouth qui nous attend à partir une fois qu'on aura fini le tour des régions autres qu'Île-de-France, mais il nous semblait un peu pertinent justement de montrer qu'on n'était pas un outil de rédaction parisienne et qu'on essayait vraiment d'ouvrir en France et aussi dans les différents gros départements et régions d'outre-mer. Il y a un double défi avec l'outre-mer. C'est que c'est au-delà de la question des quartiers, on a déjà un problème de traitement de l'actualité de l'outre-mer. Et du coup, voilà, peut-être que le prisme quartier pourra permettre de rééquilibrer ce traitement-là déjà. Et sur les profils, est-ce que c'est beaucoup des membres d'associations? Est-ce qu'il y a des habitants lambda? Est-ce que c'est des élus? On va pas se mentir, une bonne majorité de membres associatifs qui sont aussi chargés de relayer la bonne parole. C'est-à-dire que si ils ont déjà été convaincus par l'initiative, qui connaissent un peu mieux le territoire que moi-même basé à Rosny-sous-Bois, c'est là où on essaie justement d'utiliser par exemple les visios pour dire bon, on va convoquer tout le monde, que ce soit l'habitant lambda comme tu dis, ou le délégué du préfet à la politique de la ville, pour essayer justement que ça fasse écho à plusieurs côtés, que ce soit vraiment l'habitant lambda ou la société. Pour l'instant, en effet, on ne va pas se mentir, c'est quand même assez associatif. Il y a les conseils citoyens aussi. Un petit côté, je dirais 60% de femmes, si on va aller un peu plus dans les détails. Des âges assez différents. Jeunes au niveau de l'âge? Justement, ça, au début, quand on est passé par les conseils citoyens, c'est une très bonne idée, mais c'est vrai que c'est souvent des retraités qui habitent par contre dans le quartier de mais qui sont là aussi, on va appeler un peu entre nous des contacts de tête de pont, qui sont après aussi chargés de tiens, je sais que toi tu as cette belle histoire, cette belle initiative à raconter, peut-être que cette personne peut nous appeler pour qu'on envoie des flyers, et aussi ça nous est aussi arrivé d'être contacté justement par des personnes qui organisaient après des événements associatifs pour justement qu'on aide parler de leur événement associatif. C'est vrai que chaque vision dans un quartier, alors Manon était aux premières, si on avait 15 personnes, on était contente, mais région PACA, la dernière fois, une 60aine de personnes, on peut se faire manger par un tour de table. C'est une très bonne idée, si on faisait un tour de table de 60 personnes. J'ai mis à peu près une petite demi-heure à se terminer. Mais voilà, chaque visio pousse après à 20 et 30 inscriptions dans la foulée. Ce qui montre que c'est pas des coups d'épée dans l'eau, mais c'est vrai que ça on va en faire toutes les semaines. Et pour compléter la question de comment est-ce qu'on génère justement un élan, là on est à la phase 1 de développement, donc on est vraiment sur l'annuaire en tant que tel, l'outil, la mise à dispo, le fait d'aller chercher des référents, convaincre, parler et faire connaître l'initiative. Et dans un second temps, pour justement participer à l'animation du réseau, parce que c'est vraiment là où on va remobiliser, où on va convaincre et par ce retour d'expérience positive, dire voilà ce qui s'est passé, on va adjoindre sur la partie du site qui est publique, puisqu'aujourd'hui on a une partie publique avec les données INSEE, la cartographie
et des éléments pratiques. On va y adjoindre, et ça ce sera aussi le job du conseil d'administration et des rédactions partenaires, un retour que nous feront les rédactions qui sont membres en disant voilà des reportages qui ont été faits en utilisant l'annuaire, sans dire à quelle échelle, mais voilà à quoi ça nous a servi, voilà la matière qui a pu être générée. Et ça permettra aussi de créer un retour utile pour les personnes qui sont inscrites et qui ne sont pas contactées, et parfois le temps peut paraître long, de se dire que, là encore le schéma les journalistes au loin qui arrivent, mais en fait, voilà à quoi ça peut servir, en changement de mode de traitement. Parce qu'on n'a pas toujours l'œil sur tous les journaux, toutes les radios, toutes les télés, on ne sait pas forcément ce qui est fait. Là, ça permettra de le faire par ce prisme-là de voilà à quoi servit l'outil. Oui. Alors, on les contacte de toute façon une fois par an pour renouveler, reporter à leur attention, vous êtes bien inscrit et vous avez la possibilité de vous désinscrire ou de modifier vos informations. Donc ça, c'est notre obligation, le RGPD plus fréquent que nous faisons en interne. En revanche, le côté les solliciter pour leur demander qu'est-ce que vous en avez pensé, déjà il faut qu'on développe un outil pour le faire parce que c'est très facile avec 300 personnes, mais si on arrive à la masse critique de 15 000, ça va déjà être un peu plus... Voilà, on va passer le reste de l'année à traiter les données. Mais c'est une question à laquelle on va évidemment réfléchir, et la suggestion est la bonne, parce qu'il faudra qu'on ait cette notion d'animation de réseau qui aille plus loin. Maintenant, il y a quand même deux choses fondamentales dans la construction de l'outil. Un, on l'a dit au moment où on a été chercher des financements publics, on a dit on va chercher les financements pour la construction et on s'arrête là. On n'a pas vocation à prendre des ressources parce que c'est de la politique de la ville et qu'on est sur des budgets qui servent par ailleurs à tous les réseaux associatifs que l'on a vocation à aider. Donc on n'est pas non plus sur on va prendre de l'argent public chaque année. Donc ça s'est arrêté avec la construction de l'outil. Et le deuxième point, c'est que on n'est pas non plus en concurrence des médias, et notamment des médias citoyens qui existent sur le terrain dans ces quartiers. Vu les quartiers n'a pas vocation à être producteur de contenu. C'est important, on n'est pas là à faire un annuaire et demain, tout de suite, on va devenir une rédaction. C'est pas le but. C'est vraiment un outil, c'est délimité comme tel. Il ne faut pas que demain, avec la marque Vue des quartiers, on vienne en concurrence des médias qui ont vocation à être membres de l'ASSO. C'est une question qui n'était pas posée, mais j'y vais quand même. On arrive sur la fin. J'aimerais bien que vous ayez un petit mot, je sais pas, pour donner de l'espoir ou autre, mais voilà, une petite conclusion sur la vision un peu plus future de ce qui peut se passer. Lorsqu'à Radio France, on a décidé de s'engager dans cette aventure, c'était vraiment, c'est pas parce qu'on veut être optimiste ou quoi, c'est parce qu'en fait, il y a vraiment un constat très négatif, cette ligne de fracture, et aussi chez nos collaborateurs, il y a beaucoup de fantasmes. Moi, j'ai quand même entendu des reporters de guerre me dire je préfère aller en Irak et en Afghanistan que d'aller en banlieue. C'est quand même incroyable. Ils préfèrent se prendre un missile sur la tronche que d'aller en banlieue. Donc là, ça raconte quand même tout un fantasme autour de certains journalistes chez nous. Et donc, moi, cet outil-là, avec l'équipe de Radio France, avec Emmanuel, avec qui on avait beaucoup parlé, on s'est dit, est-ce que ça va être utile ou pas? Oui, c'est utile parce que ça va rétablir le dialogue, la confiance. Et ça peut être aussi un point d'entrée. Ça peut dire, tiens, voilà, c'est peut-être pas vous qu'on va interviewer, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait nous parler de tel sujet? Voilà. Et en fait, ce fantasme dans les rédactions, on le voit aussi parce que souvent, on pense pas, on se le disait, pour des sujets normaux du quotidien, on n'y pense pas à la banlieue. Parce que inconsciemment, on se dit c'est compliqué, c'est loin, c'est dangereux. Donc, pour tout plein de paramètres, on va pas y aller. Mais là, si on arrive à rétablir une confiance chez les journalistes aussi, et chez les habitants, eh ben, on va démocratiser le traitement de la vie au quotidien en banlieue. Et nous, à Radio France, on y croit très fortement parce que c'est aussi la mission du service public, c'est d'être à l'image de la société française et les habitants des banlieues. Il me semble que c'est 6 millions d'habitants. Donc, c'est pas négligeable. Et donc, il est important pour des médias comme France Télévisions, comme BFM,
comme l'AFP et comme Radio France, de s'inscrire dans tout ce qui peut favoriser le rétablissement de ce dialogue. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? L'optimisme, c'est une grande ambition. Pour être honnête, je ne suis pas super optimiste parce que déjà, on a mal fait, je vais dire collectivement, hein, en tant que journaliste, on doit se rattraper sur beaucoup de choses. Il y a beaucoup de mal qui a été fait dans le traitement. Et là, avec tout qui va plus vite et avec les coupes budgétaires dans les médias, on a encore moins de temps. Donc sur ça, je ne suis pas trop optimiste. Mais par des prises de conscience, je pense déjà par une prise de conscience collective et aussi individuelle de chaque journaliste et par une réforme aussi de la pratique individuelle, peut-être qu'on va réussir à ramener de l'honnêteté et renouer le lien. Voilà. Une petite touche d'optimisme, j'espère. C'est déjà ça. Moi, j'y crois quand même à ce dispositif. Comme je l'ai dit tout à l'heure, heureusement. J'ai pas dit que je croyais pas au dispositif, mais de manière plus globale. J'ai bien compris. C'est un outil intéressant, voilà. Voilà, mais qui n'est pas suffisant. Voilà, ce que vraiment je veux vraiment insister là-dessus, c'est que ça fait partie d'un arsenal qu'on doit mettre en place pour essayer de recréer ce lien. Nous, on va vraiment s'y activer. On est des petits nouveaux dans l'histoire, mais voilà, j'ai quelques petites idées, parce que je pense qu'il faut en effet animer un petit peu ce collectif pour faire en sorte qu'ils se sentent véritablement concernés et que là non plus, on n'est pas en train de faire quelque chose pour nous faire plaisir ou pour gagner une bonne conscience. Donc ça, c'est hyper important d'avoir des résultats. Donc moi, je vous donne rendez-vous dans un an et on pourra faire déjà un premier bilan de ce qu'on a fait et des retours qu'on a réussi à avoir ou pas. Si on arrive à casser quelques préjugés, justement, ça aurait déjà eu ce mérite-là. Il y a un truc amusant avec la cartographie qui est sur le site en accès public, c'est qu'on découvre une question qu'on ne connaît pas. Notamment le fait que le nombre de quartiers prioritaires, où ils se trouvent, le fait qu'il y ait 20 quartiers prioritaires à Paris intramuros, voilà, c'est pas la banlieue, hein, on est à l'intérieur de Paris, puisqu'on est vraiment sur une notion sociale. Donc ces 20 quartiers prioritaires-là, parce que je le dis parce que la ville de Paris est maintenant membre de l'association des maires villes et banlieues, donc c'était un peu marrant de les voir arriver. Mais du coup, on n'est pas du tout sur une notion. Il faut casser le mythe de la banlieue historique et il faut repartir sur quelque chose qui est plus de l'ordre de public oublié, de public éloigné, parce qu'on est sur une notion économique et sociale. Je suis très content que BFM TV, pour le coup, ça a été un pari un peu risqué pour la rédac. Au tout début, lorsque l'on arrive avec le projet d'annuaire des quartiers, la direction de BFM TV se dit que c'est peut-être empoigner le troisième rail à deux mains que de dire qu'on voudrait travailler sur la question des banlieues avec un outil, et qu'il ne soit pas juste un outil pour nous, mais qu'il soit un outil qui puisse être utile à l'ensemble des journalistes. Je pense que c'était le bon format de le vouloir comme ça, quitte à prendre ce risque. Et je suis très très content, et je ne peux pas dire à quel point je suis soulagé et content que Radio France nous ait rejoints, parce que tout d'un coup, on n'était plus seuls. Et qu'en fait, ça a créé une dynamique où maintenant on a plein de rédacs qui arrivent en disant c'est intéressant, maintenant on voudrait rejoindre, parce que quand c'était vu comme étant juste BFM TV, une association d'élus, il y avait ce côté un petit peu toxique. Et maintenant, c'est en train de devenir l'initiative collégiale que l'on voulait au départ. Et beaucoup de choses dans la construction de l'outil et dans la construction de l'assaut autour ont été réfléchies pour ça, pour que ce soit vraiment collégial. Le fait maintenant que BFM TV n'ait plus aucun contrôle, maintenant c'est vraiment partagé entre BFM TV, Radio France, France Télévisions. Le fait que ce soit une association à conseil d'administration, il n'y a pas de président. On est vraiment sur un outil qui est censé refléter ce que l'on voudrait qu'il devienne et la façon dont il soit utilisé après. Mais comme le dit Michel, on verra à l'usage, et c'est ça ce qui importe le plus. Merci à tous. Ah, c'est 45. 45, on a encore 10 minutes. C'est 45, et bien nous avons encore 10 minutes. Est-ce que... S'il n'y a jamais d'autres questions... Ouais. On a eu un échange passionnant qui avait été organisé au Media Lab 93 par Erwan, qui est du coup membre d'honneur de l'ASSO. Justement, il avait réussi à réunir un certain nombre de ces médias. Il avait lancé Vue des quartiers, qui était à ce moment-là juste un projet dans l'arène, en disant on va voir si ça survit ou pas. Ça avait plutôt bien survécu, parce qu'il y a eu plein de critiques qui ont été faites sur comment ça devrait marcher et quels sont les obstacles. Et du coup, on a intégré tout ça dans la construction de l'outil.
Maintenant, la question qui se pose pour nous, c'est de quelle façon est-ce qu'on associe les médias citoyens, qui sont les médias locaux? Est-ce qu'ils viennent en tant que rédaction membre ou est-ce qu'ils viennent en tant que contact? On va trouver un entre-deux, je pense, assez intéressant, où les journalistes eux-mêmes s'inscrivent, même quand ils n'ont pas la carte de presse, mais parce que du coup, on est capable d'avoir un échange direct avec les journalistes en question, mais que les médias concernés s'inscrivent comme référents, parce qu'ils sont experts de leur territoire. Et c'est là où ils vont pouvoir essaimer et aussi participer à se faire connaître. Il y a un enjeu d'image très fort pour ces médias-là. C'était bien 12h30, mais j'ai vu qu'il y avait une dernière question au fond. Je suis arrivé un peu en retard, mais peut-être que vous avez déjà répondu à la question. On a évoqué le nombre de référents. Combien de journalistes accrédités sont dans la base, d'une part? Et est-ce que, même si l'outil est en construction, vous avez déjà commencé à une sorte de mesure d'impact, c'est-à-dire combien de prises de contact justement ont été prises, par exemple, dans les 12 derniers mois, grâce à l'annuaire? Alors, Je je vais faire une réponse qui va t'amuser. Nous n'avons que 30 journalistes pour l'instant inscrits dans l'annuaire, parce que, comme ça a vocation à ne pas être un avantage concurrentiel, quand bien même nous avions ces 300 premiers contacts, je n'ai pas mobilisé les rédactions de BFM TV et d'RMC et des chaînes BFM Région. Je ne leur ai pas mis à disposition l'outil avant que les autres rédacteurs ne rejoignent. Et donc l'idée, c'est qu'on le fasse tous collégialement. Et donc, en fait, du jour au lendemain, le nombre de journalistes va exploser. Parce que si tu rajoutes Radio France, France Télévisions et les quelques 1000 journalistes que j'ai chez moi, en fait, tout d'un coup, tout le monde va vouloir s'inscrire. La question, c'est est-ce qu'ils vont rester inscrits? Est-ce qu'ils vont en avoir usage? Et c'est vrai que pour l'instant, notre petit pool de 300 référents n'est pas suffisant. Mais voilà, en tout cas, sur la base seulement des échanges que l'on a pu avoir avec les référents, donc en allant chercher on a déjà des journalistes qui sont arrivés tout seuls. Il y a la presse écrite aussi, parce que par exemple, beaucoup de médias radiophoniques, télé, etc., mais la presse écrite, c'est très intéressé. Et notamment la PQR. Parfois plus de temps par moment. Ouais. Souvent plus de temps. Mais tout le monde, en tout cas côté rédac, tout le monde a vocation à rejoindre. C'est pas. Vous avez raison. Alors, parmi les points utiles, là je parle venez, rejoignez l'association en tant que rédaction membre. Les cotisations annuelles des membres des rédacs sont fixées au cas par cas. Il n'y a pas une cotisation unique où le journal local paye autant que France Télévisions. C'est vraiment, c'est vraiment fait en fonction au cas par cas parce que on sait très bien qu'il y a une économie des médias locaux qui n'est pas du tout la même que l'économie des médias nationaux. Le but du jeu, c'est que la gestion soit collégiale. La question de la cotisation n'a pas vocation à en devenir un obstacle. Eh bien, je vous remercie tous. Merci à toi aussi. Merci.